Bon, rebonjour à ceux que je n'ai pas vus, qui ne m'ont pas vu ce matin. À la suite des travaux de ce matin, qui présentaient plutôt une revue de littérature sur l'éducation en famille et l'éducation parentale, nous présentons cet après-midi des études plutôt à caractère empirique, des études de terrain. Il s'agit ici d'un projet qui a été lancé en Polynésie pour la réalisation d'une base de corpus des pratiques effectives et déclarées parentales et professorales. Donc c'était un chantier énorme qui a eu lieu entre 2014 et 2016. Nous avons donc une base de données d'environ 80 films que nous avons transcrits pour la majorité d'entre eux, tant pour les professeurs que pour les parents. Donc la transcription, vous savez, hein, pour ceux qui pratiquent cela, c'est un processus qui est assez long. Donc là, nous avons déjà de quoi commencer les premières analyses. Ce que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est une petite partie de tout ce projet. Donc ça concerne déjà que les parents, pas les professeurs. Ça concerne que les marquises, pas tous les archipels. Ça concerne que Nukuhiva. Et ça concerne que les pratiques déclarées et non pas effectives. Donc vous voyez que nous avons du travail pour plusieurs années. Donc Denis avait raison ce matin de dire qu'il ne va pas se lancer au recueil du corpus parce qu'on a déjà un corpus très important. Voilà. Les liens entre les pratiques familiales et l'adaptation scolaire de l'enfant ont fait l'objet de nombreuses recherches. Selon Geneviève Bégonnier Dupuis, ces recherches en fait sont orientées vers trois grands axes que j'ai listés ici: les styles parentaux, l'accompagnement parental à la scolarité, les pratiques éducatives et les interactions parents-enfants. Dans la littérature scientifique, les travaux précurseurs s'intéressant au style interactif, Baldwin, Baumried, Becker, Denis les a listés ce matin, Bernstein, ils ont tous privilégié des modèles dichotomiques des styles interactifs. On avait donc deux pôles: autonomie, contrôle, chaleur, hostilité, restriction, permission. Avec Diane Baumried, on a introduit un troisième style, le style démocratique, qui était censé un peu concilier ces deux pôles qui étaient un peu à l'extrême, donc autoritaires et permissifs. Et les recherches contemporaines, même Diane Baumried ultérieurement, ils ont rajouté un quatrième style, le style indifférent. Dans mes travaux de thèse doctorale, moi j'ai travaillé sur les pratiques parentales dans des situations épistémiques, des interactions à visée d'apprentissage. Nous avons proposé aussi 4 styles, et pour le style indifférent, nous avons opté pour un style divergent, qui n'est pas en fait indifférent, c'est chacun travaille de son côté sans s'intéresser à l'activité de l'autre. Les modèles de parentage ont identifié en fait 3 caractéristiques des parents qui déterminent les processus par lesquels les styles interactifs influencent le développement de l'enfant. Il s'agit des valeurs et des objectifs, des pratiques parentales, des attitudes. Nous allons discuter aujourd'hui des pratiques parentales. Voilà. Et oui, exact. Oui. Darling et Steinberg, ils ont proposé une modélisation qui essaie d'examiner les liens entre le style interactif, les pratiques parentales et le développement de l'enfant. Par rapport aux autres recherches, ils suggèrent en fait que l'influence du style parental n'est pas directe sur le développement de l'enfant, mais il est indirect. Il agirait sur les pratiques parentales en fait. Donc du coup, il devient une variable contextuelle qui modère un peu la relation entre le parent et entre les pratiques parentales spécifiques et les résultats développementaux spécifiques. Donc pour se mettre un peu d'accord sur les termes, qu'est-ce qu'on entend par style parental? Parce qu'en fait, il y a des recherches qui appellent style parental, pratique parentale, style ou attitude. Voilà. Donc les mêmes chercheurs
Darling et Steinberg, ils ont proposé une définition comme une constellation d'attitudes, mais des attitudes qui sont communiquées à l'enfant et qui créent un climat émotionnel dans lequel les pratiques s'expriment. Donc, on a des manières d'être des parents, des attitudes, et des façons d'agir, c'est-à-dire des pratiques. On pourrait donc dire un peu que le style parental, il contient les deux, et les manières d'être et les façons d'agir. Donc, pour arriver aux pratiques déclarées, donc je fais le tour de la question comme mes collègues ce matin. Donc, je parle d'abord des pratiques effectives. Les pratiques effectives sont observées en général, filmées, et les chercheurs qui travaillent sur les pratiques effectives ont l'habitude de transcrire en fait ces corpus et d'analyser les interventions, tant verbales que non verbales. Parce que parfois, on a une intervention verbale qu'on pourrait croire injustifiée de la part du parent, mais il est toujours motivé par une attitude certainement non verbale. Pour vous donner un exemple, pour toi, en 1979, il a relevé plus de 21 500 interventions dans son livre qui s'intitulait Comment les mères éduquent leurs enfants âgés de 5 ans. Bien sûr qu'il a créé des catégories et des sous-catégories. Après, il a gardé voilà, une grille pour coder ces interactions que j'ai utilisées d'ailleurs dans ma thèse. Donc, je vous parle aussi un peu de mes recherches entre la thèse et l'HDR en regardant les pratiques effectives, parce qu'en général, moi, je travaille que sur les pratiques effectives. C'est une première pour moi aujourd'hui que je vous parle de pratiques déclarées. Donc, sur les pratiques effectives, en les regardant de plus près, je me suis rendu compte, moi, je travaillais sur des minorités de Guyane française. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un style éducatif quotidien, qui est le style que je vous ai présenté jusqu'à là, mais les parents avaient tendance à avoir un autre style quand ils accompagnaient l'enfant dans des activités, dans des interactions à caractère d'apprentissage, donc des interactions épistémiques. Certains ont tendance à être professeurs, donc ils modifient de façon d'être avec l'enfant. Donc, ces aspects-là, on va les regarder avec le même corpus qu'on va vous présenter aujourd'hui des pratiques déclarées, parce que la même population, nous l'avons à la fois filmée sur des activités expérimentales, une activité à caractère scientifique et technique, et à la fois nous leur avons appliqué donc, une échelle des mesures des pratiques parentales qui sont donc les pratiques déclarées. Et on a aussi un entretien qui fait partie aussi des pratiques déclarées. À Nukuhiva, donc je rappelle la problématique. Ici, juste pour situer un peu le contexte, bon, c'est une carte que j'ai prise dans le rapport de la Cour de compte, mais parce que cette carte, elle me plaît parce qu'elle montre assez bien les cercles verts, montre la quantité d'établissements scolaires qui se trouvent dans les divers archipels. Et nous sommes donc aux Marquises, et nous sommes donc à Nukuhiva, dans cette présentation. Une autre carte aussi qui n'est pas linguistique, comme j'ai l'habitude de présenter, c'est une carte qui présente les agents d'État, mais elle me plaît aussi parce qu'en fait, mais on ne voit pas très bien ici le vert, parce qu'elle présente les pourcentages avec la population sur les divers archipels. Donc on voit qu'on n'a que 3,33, tu avais donné un... On voit qu'on n'a que 3,33% des populations aux Marquises par rapport à Tahiti, aux îles du Vent, aux îles sous le vent. Mais c'est pas grave sinon. Donc en bas, nous avons le nombre d'élèves aussi par archipel. On a le nombre total des Marquises. Et on zoome encore et on arrive à Nukuhiva, où vous voyez sur l'île le nombre d'élèves dans les classes. Donc, à l'intérieur de l'île, parce que nous avons fait une étude très fine, nous comparons les écoles qui sont situées
dans des zones peuplées avec les écoles qui sont situées dans les zones peu peuplées. Parce qu'on pense aussi que c'est une influence du contexte. Ah oui, ça marche. Voilà. Très bien. Et ici, donc, dans la diapositive suivante, nous avons aussi relevé les résultats aux évaluations des élèves des Marquises, mais on a aussi les fiches des élèves en question qui ont été observés. Donc, pour voir s'il y a un lien un peu entre les pratiques parentales et les résultats scolaires. Donc, nos parents, donc vous avez les écoles que leurs enfants fréquentaient et la tranche d'âge et le sexe. Bon, on a un seul homme, donc on ne pourra pas faire une approche par sexe vis-à-vis des pratiques. Mais par contre, je pense qu'on pourra discuter d'une manière plus fine si l'âge peut avoir une influence sur la pratique. Donc, en termes de méthode, donc je rappelle, nous sommes dans les pratiques effectives aujourd'hui, dans les pratiques déclarées aujourd'hui, et non pas dans les pratiques effectives. Donc, dans les pratiques effectives, dans les recherches actuelles à l'université, donc on a la thèse de Maurizio Ali, qui a été faite à Hivaoa, et notre corpus dans le projet PrEP. Donc, dans les parties déclarées, on commence, dans la partie déclarée, pratique déclarée, on commence aujourd'hui. Nous avons utilisé un questionnaire, une échelle de mesure des compétences, des compétences éducatives parentales de Théris et Larose, qui a été conçu en 2009 et après amélioré en 2000 et après amélioré en 2009. Donc, Théris, il a une vision écosystémique des pratiques parentales, mais pas tout à fait la même modélisation que celle que j'ai présentée tout à l'heure. Donc, pour lui, le comportement parental influence directement le développement de l'enfant, comme tous les autres chercheurs. Donc, nous sommes en fait, j'aime bien cette modélisation parce que cela prouve à quel point nous sommes dans une dynamique interactive. On ne peut pas dire, donc moi je serai très prudente avec ça, on ne peut pas dire que c'est le style du parent ou la pratique parentale du parent qui influence directement les résultats scolaires de l'enfant, l'adaptation scolaire de l'enfant, parce qu'on voit tous ces flèches et tous ces mésosystèmes, donc deux microsystèmes en interaction, qui agissent en fait sur l'adaptation scolaire de l'enfant. Pas seulement la pratique, parce que la pratique elle-même, elle est influencée par d'autres microsystèmes et d'autres systèmes. En quoi ça consiste cette échelle de compétences, donc, que nous avons utilisée pour la première fois? Donc, l'échelle de compétences de Théris et Larose aborde trois catégories d'items: les attitudes éducatives des parents, les pratiques éducatives et l'impression des parents concernant leur capacité à contrôler les conduites de leurs enfants. Donc concrètement, voilà, je vous montre l'échelle de mesure d'origine qui, le questionnaire, il avait une première section, ça c'est la deuxième. La première section discute donc des caractéristiques parentales, le salaire, les études, le nombre d'enfants, lieu de naissance. Et la deuxième partie, on commence avec les items, les questions. Les parents devaient marquer 0 ou 1 s'ils ne sont ou pas d'accord avec l'affirmation, l'assertion qui était proposée. Les différents items concernaient ces trois catégories, qui bien sûr étaient mélangées. Comment ils ont fait, les chercheurs Théris et Larose? En fait, je donne juste l'exemple pour les pratiques, parce que c'est la même chose pour les attitudes. Ils ont affecté des valeurs à chaque item. Et en fonction de ce qu'ils disaient qu'ils sont ou pas d'accord, on donnait le chiffre 2 ou 1. Et on obtenait ici, en fonction des scores, l'attitude du parent. Il y a deux sous-échelles qui permettent d'affiner en fait les commentaires. Nous avons adapté le questionnaire à nos populations parce que c'était compliqué de leur demander de mettre 1 ou 0, je suis d'accord ou pas d'accord. On leur a dit simplement de cocher. Si vous êtes d'accord avec ce que l'item dit, cochez je suis d'accord, voilà, ou je ne suis pas d'accord.
on a simplifié. Et bien sûr, on leur a expliqué en quoi ça consistait. On leur a dit qu'on s'intéresse à une attitude éducative qui est une manière d'être. On s'intéresse aussi aux pratiques éducatives et à leur impression de pouvoir contrôler ou pas les enfants. On leur a promis qu'ils auront un retour sur ces questionnaires. Donc l'équipe de recherche qui travaille sur ce corpus maintenant, donc Denis, il va rejoindre. Et il y a certains qui sont sortis, comme Ernest, qui a participé au recueil des données pour des raisons voilà, d'orientation de la recherche dans un autre sens. Voilà. Donc les membres de l'équipe, et notamment pour ceux que je montre, c'est Maran, ils ont conçu un dispositif donc, en ligne pour faciliter le traitement des données. Donc, je ne peux pas cliquer ici parce que cet après-midi, on n'a pas Internet. Mais c'est sur le site de l'ESPE, dans la rubrique projet PrEP, la rubrique questionnaire. Donc, vous pouvez tester votre propre pratique. Donc, vous cochez si vous êtes d'accord ou pas d'accord à toutes les questions. Et quand vous arrivez à la 47e, vous faites envoyer et vous obtenez en fait voilà, une image de votre propre pratique parentale si vous n'avez pas peur de la connaître. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Ici, nous avons les scores. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ces scores? On va regarder un peu les résultats et les analyses. Comme j'anime la session, je vois que mon temps est déjà passé. Donc, en termes, si on veut un peu échanger, il me reste normalement 10 minutes, mais si on veut échanger un peu. Donc, dans les analyses résultats, ici, nous avons l'échelle d'attitude. Donc, on voit qu'on a une dominante vers le milieu, sauf pour 2 parents. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, attitude normative moyenne ou attitude extrêmement contrôlante. Voilà, donc pour les parents 2 et 5, attitude extrêmement contrôlante, c'est toujours les chercheurs qui ont fait l'échelle de mesure qui ont proposé ça. Ils disent qu'il s'agit d'une rigidité et d'une extrême défiance, peu de verbalisation, l'émission fréquente des consignes brèves à caractère directif. Tous les autres parents ont une attitude normative moyenne, en fait, qui est une attitude qui correspond à la majorité des parents. Pour le locus de contrôle, donc contrôle interne-externe, nous avons aussi 2 parents qui se détachent, mais pas les mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, avoir un sentiment de contrôle interne extrêmement élevé, si vous allez obtenir ça chez vous, si vous allez faire le questionnaire, ça veut dire que l'individu a l'impression qu'il peut agir ou interagir de façon efficace sur l'ensemble des événements qui vont intervenir. Un profil d'internalité normale, bon, dans ce profil, toujours quand on se situe dans la normale, on est très content parce qu'on n'est pas dans les extrêmes. Voilà, l'individu interprète sa capacité d'interaction en fonction de l'analyse concrète qu'il fait dans un contexte concret. Et le parent 7, il est un peu désespéré, il a l'impression qu'il peut très relativement influencer ou agir sur le contexte. Et nous avons 3 parents qui se situent au milieu, donc ils peuvent aller vers l'internalité normale ou vers l'internalité extrême. Niveau des pratiques, on se situe entre le profil moyen et les pratiques extrêmement libérales. Ici, en fait, on n'a aucun parent, parce qu'en fait, nous nous intéressons aux pratiques, en fait. On n'a aucun parent qui corresponde aux scores qui ont été proposés par Therese et Larose. Donc, je pense à l'étude que notre collègue Antoine Delcroix a fait entre la Guadeloupe et le Canada. En fait, l'échelle, elle est faite au Canada. Donc, pour la population canadienne, on devrait, pour ces profils-là, se situer dans ces scores-là. Alors que la population marquisienne, elle ne se situe pas du tout dans ces scores, elle est au milieu. Elle est entre 25 et 26, donc c'est pas quand même 22, 23, ou bien 29, mais voilà, c'est pas 30 ou 32. Donc, mais quand même, ça se situe entre un profil de normativité moyen, mais plutôt des pratiques extrêmement libérales.
Et en fait, j'ai trouvé la même chose en Guyane, où les parents étaient caractérisés par un style disjoint qui était pas très favorable à l'apprentissage en métropole, mais qui était très favorable à l'apprentissage en Guyane. Donc, à nouveau, le contexte intervient. Donc ça, c'est à regarder de plus près, après, avec les résultats qu'on va obtenir aux pratiques effectives. Donc, dans les discussions, maintenant, est-ce que c'est vraiment ça, ce qu'on a trouvé? Parce qu'on peut croire, oui, c'est très bien, en termes d'attitude, l'attitude normative moyenne, sauf 2 parents qui sont extrêmement contrôlantes, on va prendre la majorité, attitude normative moyenne. Toutefois, si on regarde de plus près les sous-échelles, en fait, cette normativité moyenne, elle est obtenue par une polarité extrême aux sous-échelles. Ça veut dire qu'ils sont, à la sous-échelle d'attitude, ils sont extrêmement rigides, et à l'échelle d'attitude défiance-confiance, ils sont entre la normativité moyenne et l'extrême confiance. Donc on arrive à un comportement du milieu, en fait, mais par une moyenne entre 2 attitudes extrêmes. Et pour les pratiques, pareil, ils sont proches voilà, du profil de normativité moyen, mais quand nous regardons les sous-échelles, normatif, élaboratif et sévérité, libéralisme, ben voilà, ils sont très élaboratifs, mais ils sont très sévères, d'après les réponses qu'ils ont données aux items proposés dans le questionnaire. Bon, il faut dire que les parents étaient mis en confiance, nous sommes restés une semaine, il y avait une personne qui les connaissait dans la salle, il s'agissait des parents volontaires, donc ils n'avaient pas du tout la pression. Nous avons l'impression que le questionnaire s'est déroulé dans des conditions réelles, qu'ils ont répondu vraiment aux questions selon le sentiment qu'ils avaient. Pour les perspectives, qu'est-ce qu'on va faire avec ces résultats? Bon, déjà, ce n'est pas assez, bien sûr. On va augmenter un peu le corpus. Nous avons d'autres questionnaires parce qu'en fait, on a un corpus dans chaque archipel entre 8 et 10 par an qu'on suit avec enfant, évaluation de l'enfant, pratique effective, donc le parent en train d'aider l'enfant. Mais après, pour avoir une idée de l'ensemble, on a procédé à des échelles de mesure dans 2 ou 3 classes. Donc, pour un peu appuyer ces données d'échelle, on va avoir les réponses de 2 ou 3 classes d'élèves. Donc, on va discuter les résultats par rapport aux évaluations, aux entretiens avec les parents, aux pratiques déclarées. Je vous montrerai juste une image et je finirai. Par rapport au contexte socio-économique, par rapport aux pratiques parentales et professorales, bien sûr. Donc, j'ai terminé normalement. Ça, c'est un extrait de l'activité que le parent a fait avec l'enfant. La réalisation des 2 circuits, un circuit fermé, un circuit ouvert, un circuit simple et un circuit en parallèle. Et ça, c'est l'activité finale qu'ils ont fait avec les enfants. Donc pour les enfants en question, on a aussi un extrait de livret. Et voilà, je finis par une image de l'activité effective, des pratiques effectives que nous avons fait avec le parent. Ce n'est pas un cas isolé, hein, c'est le parent qui répond à la place de l'enfant. C'est pour ça que j'ai dit quand même on a un style épistémique qui est différent du style quotidien. Donc, je me tourne vers mes collègues qui ont travaillé sur le projet. Si vous voulez compléter, Marane? Non? Alors, je vous passe le micro pour les questions. Il n'y a rien qui vous surprend? Moi j'avais beaucoup de réserves par rapport à l'échelle de mesure, mais réaliser un tel outil, ça demande énormément de temps, une équipe de recherche pluridisciplinaire avec des psychologues, des gens qui maîtrisent très bien l'analyse factorielle, etc., pour recueillir beaucoup d'items, comme pour toi l'a fait, plus de 20 000 items, et après, par l'analyse factorielle, garder vraiment les plus suggestifs. Donc, nous n'avons pas la possibilité d'avoir une telle grille spécifique aux populations.
Donc on utilise des grilles qui sont déjà faites et après on va essayer de les comprendre avec d'autres observations des pratiques effectives. Souvent, quand on fait des études à grande échelle comme ça, on essaie de quantifier, etc. On part avec des hypothèses. Et du coup, je me demandais un petit peu quelles étaient vos hypothèses de départ. Qu'est-ce que vous pensez découvrir ou invalider. Enfin, avec quelles hypothèses vous fonctionnez? En fait, il s'agit d'une étude exploratoire et on n'a pas d'hypothèse a priori parce qu'on ne peut pas dire moi je pense que les parents des marquises sont comme ci ou comme cela. Sauf si on part des hypothèses qui ont été avancées par la littérature scientifique. Ce que les autres, c'est la discussion de ce matin, ce que les autres anthropologues pensaient de cette population. Non, nous sommes partis, comme d'ailleurs dans les recherches précédentes en Guyane française, avec l'idée d'une recherche exploratoire où on essaie de voir qu'est-ce qu'on va trouver. Et toute l'équipe de recherche, on était, je ne me rappelle plus, 8, certains qui sont polynésiens, certains qui ne sont pas polynésiens. Donc on a préféré découvrir qu'est-ce qu'il se trouvait sur le terrain. Quand on a interviewé les professeurs, parce qu'on a observé les mêmes enfants, on les a observés en conduite, en comportement avec le parent et en comportement avec la maîtresse, la professeure en classe. Donc déjà, on peut comparer l'attitude de l'enfant avec sa mère et avec le professeur. Mais après, on a interviewé à la fin de l'activité la professeure des écoles et elle nous a dit qu'est-ce qu'il pensait des parents et des attitudes des parents. Donc on a voilà, des éléments, mais c'est toujours des représentations sur l'autre. Donc nous préférons travailler vraiment sur les corpus que nous avons filmés, avec la prudence de la taille de l'échantillon. Vous n'avez plus de questions, on peut passer à la suite parce qu'on a 2 vidéos, l'une qui dépasse de 5 minutes et une présentation en présentiel. Donc,